Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo du 8e cours. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'optimisation de fonctions de deux variables. Alors, avant de parler des techniques pour déterminer les extrémas locaux ou globaux de fonctions de deux variables, il est important de définir une notion que j'ai déjà mentionnée dans la vidéo précédente, c'est la notion de voisinage dans R2. Alors pour parler de la notion de voisinage dans R, on avait utilisé les intervalles, et dans R2, les équivalents des intervalles, ce sera ce qu'on appelle les disques, qui sont ouverts ou fermés. Et ici, vous avez la définition. Disons, prenons la définition d'un disque fermé. Alors, un disque, au fond, ça a un certain rayon. Ici, notons-le R. Et ça a un centre, ici, AB, dans R2. Et donc, ici, vous avez la définition ensembliste. Donc, c'est l'ensemble des points x, y dans R2 tels que x moins a au carré plus y moins b au carré est plus petit ou égal à r carré. Et je le note dans ce cours dr bar pour dire que le disque est fermé. Et vous avez une illustration juste ici. Alors, peut-être que si vous avez un bon souvenir de vos cours de géométrie, vous comprenez parfaitement le lien entre la définition ensembliste et la figure du disque juste à côté. Mais au cas où, je fais un petit rappel. Alors, si on prend un point x, y dans R2, tel que x carré plus y carré égale à r carré. Alors peut-être que ça vous rappelle quelque chose, peut-être que ça vous rappelle le théorème de Pythagore. Et qu'est-ce que ça veut dire au fond, si maintenant je dessine le plan? Donc ici j'ai le point 0, 0. Disons qu'ici j'ai le point xy. Et dans cet exemple, ici ce que je fais, c'est que je choisis le point AB comme étant le point 0, 0. Donc ici, c'est mon point AB. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que x carré plus y carré égale à r carré? Eh bien, ça veut dire qu'au fond, la distance entre ces deux points, c'est r. Et quel est le lien avec le théorème de Pythagore? Eh bien, c'est qu'en fait, il y a un triangle rectangle que je peux dessiner ici, dont la longueur d'un des côtés, c'est la coordonnée x, et la longueur de l'autre côté, c'est la coordonnée y, et l'hypoténuse, c'est r, et c'est donc la longueur de ce segment, qui va correspondre à la distance entre le point xy et 0, 0. Alors maintenant, si je cherche à connaître tous les points qui sont à une distance r du point 0, 0, eh bien en fait, ça va correspondre à un cercle que je dessine très très mal, un cercle de rayon R donc. Alors dans la définition, vous avez vu que ce n'est pas égal à R qu'on a, mais c'est plus petit ou égal à R. Et géométriquement, au fond, on comprend maintenant très bien peut-être ce que ça veut dire. Ça correspond à tous les points qui soit sont sur le cercle, ou alors sont à l'intérieur du cercle, comme par exemple celui-ci, ou celui-là, ou celui-ci. Et encore une fois, géométriquement, on peut le comprendre. Disons, prenons ce point-là. Je vais l'appeler x1, y1. Alors, la distance entre ce point et le point 0, 0, c'est la longueur de ce segment. Ce segment, par définition, est plus petit que r. Disons que la longueur, c'est s. Alors, s est plus petit que r. R, en fait, ce serait continuer jusqu'ici. Maintenant, si je regarde les coordonnées x et y, ici donc c'est y1, ici c'est x1. Et donc, par le théorème de Pythagore, j'ai x1 au carré plus y1 au carré qui est égal à s au carré. Mais je sais que s est strictement plus petit que r, donc s carré va être strictement plus petit que r carré. Donc, la conséquence, c'est que ce point x1, y1, il vérifie cette inégalité
Et donc, le point de coordonnées x1, y1, il va appartenir au disque de rayon R. Alors, la différence principale entre un disque fermé et un disque ouvert, eh bien, c'est que pour le disque fermé, le cercle de rayon R est inclus dans l'ensemble, alors que pour le disque ouvert, eh bien, il ne fait pas partie de l'ensemble. Et ça, algébriquement, ça se traduit par le fait que pour le disque fermé, on a une inégalité qui n'est pas stricte, c'est plus petit ou égal à R. Le égal fait que le cercle de rayon R sera inclus dans l'ensemble, alors que pour le disque ouvert, eh bien, c'est une inégalité stricte, donc le cercle de rayon R ne fait pas partie de l'ensemble dr. Alors maintenant qu'on a défini la notion de disque, ouvert et fermé, on va pouvoir définir la notion de voisinage d'un point. En fait, pour la notion de voisinage, on n'a besoin que de la définition d'un disque ouvert. Donc, si je prends un point x0, y0 dans R2, eh bien, un voisinage de ce point, c'est par définition un disque ouvert dr tel que x0, y0 appartient à dr. Et donc, au fond, x0, y0, c'est un point de dr, mais ce n'est pas nécessairement son centre. Il suffit simplement que x0, y0 appartiennent à dr pour que dr soit un voisinage de ce point. Alors, bien sûr, la notion de voisinage est centrale pour la question de l'optimisation. Au fond, on veut définir la notion d'extrémum local, donc on va devoir parler de voisinage. Mais à l'aide de cette notion de voisinage, on peut aussi définir deux notions assez importantes, qui sont les notions d'intériorité et de bord d'un ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intérieur d'un ensemble ? Donc, si je me donne un sous-ensemble de R2 que j'appelle A, et que je prends un point x0, y0, eh bien ce point x0, y0 est à l'intérieur de A. Si je peux trouver un voisinage de ce point, dr, tel que le voisinage est un sous-ensemble de A. Alors, ça peut paraître un petit peu tordu dit comme ça, mais vous avez l'illustration juste à côté. L'ensemble A, il est représenté par cette ellipse rouge. Et vous avez ce point noir qui correspond à x0, y0. Eh bien, visuellement, vous voyez que ce point est à l'intérieur de l'ensemble A, mais la définition qui permet de le certifier, disons, c'est le fait que vous avez cet ensemble bleu qui est un voisinage, un disque ouvert, qui est complètement contenu dans A et qui contient aussi le point x0, y0. Et donc, les points qui sont à l'intérieur de l'ensemble A, c'est un sous-ensemble de A qu'on note int A pour intérieur de A. C'est l'ensemble de tous les points intérieurs de A. Alors maintenant qu'on a défini l'intérieur d'un ensemble, on peut définir aisément le bord d'un ensemble. Donc si on considère un ensemble A dans R2, le bord d'un ensemble A, c'est l'ensemble de tous les points de A qui ne sont pas à l'intérieur de A. Et donc ici vous avez la représentation de ce qu'est le bord de A. Eh bien ce sera les points qui sont sur l'ellipse. Alors maintenant qu'on a défini la notion de voisinage, eh bien c'est plus très dur de définir ce que seront les extrémas locaux ou globaux d'une fonction de deux variables. C'est à peu près exactement la même définition, à cela près que la notion de voisinage a un petit peu changé maintenant. Donc, si on a une fonction f dont le domaine de départ est A, contenu dans R2 et le domaine d'arrivée est B contenu dans R, donc au fond une fonction de deux variables, et qu'on considère un point x0, y0 dans le domaine, A donc, alors on dit que f admet un maximum global en x0, y0 si l'évaluation de f en x0, y0 est plus grande que n'importe quelle autre évaluation de f dans le domaine de départ. Et similairement, pour minimum global, il faut juste changer le sens de l'inégalité. Et maintenant, pour maximum local ou minimum local, donc f va admettre un minimum local ou un maximum local en ce point x0, y0, s'il existe un voisinage de ce point
tels que f est un maximum sur ce voisinage, mais pas forcément sur tout le domaine. Ou maintenant, si on veut parler de minimum local, il suffit d'inverser l'inégalité, et il faut qu'elle soit vraie dans ce voisinage-là. Donc, vous le voyez peut-être, la définition est strictement la même. La seule chose qui a changé entre fonction d'une variable et de deux variables, c'est que c'est la notion de voisinage qui a changé. Maintenant, voisinage d'un point, c'est une sorte de disque autour du point. Alors, deux petites remarques avant de donner les techniques qui permettront de déterminer les extrémas locaux ou globaux d'une fonction de deux variables. La première, c'est que dans la suite, on ne va considérer que des fonctions qui sont continues et dérivables deux fois, et même d'ailleurs continuellement dérivables deux fois, c'est-à-dire que les dérivées partielles et les dérivées d'ordre 2 sont supposées continues. La deuxième remarque, c'est que on va considérer des fonctions dont l'ensemble de départ est soit R2 tout entier, donc A égale à R2, ou alors A est égal à un disque ouvert dr. Alors, dans les exemples que nous allons traiter, vous verrez que en fait, A sera toujours R2, mais les conclusions et les techniques qu'on va utiliser s'appliquent aussi lorsque A est un disque ouvert. Alors, le cas où A est un disque fermé, par exemple, ou un ensemble qui a un bord qui n'est pas vide, eh bien, ce sera abordé la semaine prochaine et ça fait partie du thème de l'optimisation sous contrainte. Alors, quels sont donc ces critères pour déterminer la présence d'un extrémum local ou global pour une fonction de deux variables? Eh bien, ici, vous avez une illustration, vous avez trois graphes. Le premier, c'est une surface où on voit clairement qu'il y a un minimum. Et les deux autres, ce sont en fait le même graphe mais coupé en tranches le long de l'axe des x ou de l'axe des y. Alors, ce qu'on remarque, c'est que en ce minimum, si on regarde ce qui se passe au niveau des dérivées partielles, donc au niveau de ces tranches, eh bien, les dérivées partielles sont nulles, c'est-à-dire que les tangentes qui sont ici en trétillé, vont être horizontales. Les deux d'ailleurs, donc en x et en y. Eh bien, comme on a vu au cours précédent, eh bien, ces tangentes-là vont définir le plan tangent que vous voyez sur ce graphe ici, qui, comme les tangentes issues des dérivées partielles, comme ces tangentes, eh bien, ce plan sera aussi horizontal en ce point, qui est clairement un minimum de notre fonction de deux variables. Là, c'est une parabole. Alors, je dis ici que ça implique que l'équation du plan tangent en ce point, tx0, y0, xy, est égale à une constante. Et c'est en fait assez facile de voir pourquoi, si on se rappelle de ce que c'est l'équation du plan tangent. Alors, vous la voyez écrit ici, cette équation. Et donc, on a dit que si on a un extrémum, cela implique que les dérivées partielles sont nulles. Les dérivées partielles, vous les voyez ici. Donc ça veut dire que ça, c'est égal à 0, comme c'est illustré sur les graphes. Ceci est aussi égal à 0. Et donc, tout cela vaut 0. Il ne me reste que donc plus que cette valeur f de x0, y0, qui est une valeur constante, qui est évaluée. C'est l'évaluation de ma fonction au point x0, y0. Donc c'est une constante. Et ce n'est pas n'importe quelle constante, c'est vraiment la valeur de f au point x0, y0. Alors, ceci nous amène au théorème qui formalise ce qu'on vient de dire. C'est que si on a une fonction continue dérivable sur A, donc A ici c'est soit R2 tout entier ou un disque ouvert, et qu'elle admet un extrémum en un point x0, y0 du domaine A, alors les dérivées partielles en x et en y de f évaluées au point x0, y0, eh bien ces deux dérivées partielles vont être nulles. Et donc, il s'ensuit la définition de ce qu'est un point critique. Eh bien, un point critique d'une fonction, c'est un point qui est à l'intérieur de mon domaine,
donc à l'intérieur de A, et qui satisfait l'équation 1, c'est-à-dire le fait qu'il annule les dérivées partielles en x et en y. Alors ici, vous remarquez que dans la définition de point critique, je dis qu'il faut que ce soit un point qui est à l'intérieur de A. Alors j'ai dit que dans ces vidéos, on allait considérer A comme étant soit R2 ou un disque ouvert. Donc au fond, l'intérieur de ces deux ensembles, c'est l'ensemble lui-même. Mais j'ai quand même choisi de mettre ce point-là dans la définition de point critique, car quand on considérera des ensembles qui ont un bord, eh bien, cette définition-là restera exactement la même. Dernière remarque, comme pour les fonctions d'une variable, être un point critique n'implique pas nécessairement d'être un extrémum. Donc on peut tout à fait vérifier l'équation 1, c'est-à-dire annuler les dérivées partielles en un point, sans pour autant être un extrémum. On va voir un exemple tout à l'heure. Alors, vérifions ce théorème sur cet exemple. Donc ici, la fonction considérée, c'est la fonction f de xy égale à 1 plus x carré plus y carré, définie sur r carré. Alors, la première chose que je dis, c'est qu'il est assez facile de démontrer, même, plus que deviner, que f admet un minimum global en x0, y0 égale à 0, 0. Alors, ça se voit sur le graphe, mais on peut aussi le montrer algébriquement de la façon suivante. Donc, f de xy, c'est 1 plus x carré plus y carré. Alors ici, x carré plus y carré, c'est nécessairement plus grand ou égal à 0. Peu importe la valeur de x ou de y. Et donc, f de xy, c'est nécessairement plus grand ou égal à 1. Donc maintenant, je peux me demander quand est-ce que x carré plus y carré est égal à 0. Eh bien, ça arrive uniquement lorsque x est égal à y est égal à 0. Et donc, c'est ce qui implique que f admet un minimum global en x0, y0 égale à 0, 0. Voilà, donc c'était pas très dur de démontrer que f admet un minimum global en 0, 0. Mais ce que je veux illustrer ici, c'est que si le théorème est correct, normalement, les dérivées partielles en 0, 0 devraient être nulles. Et c'est en fait ce qu'on voit ici dans le calcul en dessous. Donc d'abord, je calcule les dérivées partielles. La dérivée partielle de f en x, c'est 2x. La dérivée partielle de f en y, c'est 2y. Et donc en dessous, là, quand j'évalue ces dérivées partielles en 0, 0, j'ai 0 pour la première dérivée partielle et 0 pour la deuxième dérivée partielle. Ce qui confirme que lorsque j'ai un extrémum local ou global, eh bien les dérivées partielles s'annulent, comme c'est le cas ici. Alors le deuxième exemple, c'est un exemple pour démontrer qu'un point critique n'est pas forcément un extrémum local ou global d'une fonction. Et ici, la fonction qu'on considère, c'est une fonction qui est quasiment la même que celle qu'on a considérée avant. C'est donc f de xy égale à 1 plus x carré moins y carré au lieu de plus avant. Et cette fonction est donc définie sur r carré tout entier. Alors, cette fonction, on parvient à montrer que le point x0, y0 égale à 0, 0 est un point critique. Alors, bien sûr, c'est un point critique d'une part parce que ce point est à l'intérieur de R2, mais surtout, les dérivées partielles s'annulent en ce point. Alors ici, j'ai directement écrit l'évaluation des dérivées partielles en ce point qui sont nulles, mais peut-être je vous fais rapidement le calcul des dérivées partielles, mais j'espère que à partir de maintenant, ça commence à rentrer et que ce que je suis en train d'écrire là vous semble très simple. Ceci me donne 2x et la dérivée partielle en y. Je dérive en y. Tous les termes constants ou en x vont s'annuler. Et là, j'ai 2
ou moins 2y. Alors bien sûr, quand je vais évaluer ma dérivée partielle en x en 0, 0 et ma dérivée partielle en y en 0, 0, eh bien je vais avoir ici 0 et 0. Donc le point 0, 0 est un point critique de ma fonction, mais en fait, si on regarde le graphe de cette fonction, c'est le graphe que vous avez ici sur la gauche, et en 0, 0, vous voyez que j'ai mis un plan qui est le plan tangent en ce point-là, qui est horizontal, donc qui montre bien que le point est un point critique. Par contre, c'est clairement ni un minimum ni un maximum. Au fond, vous voyez que c'est un point sel. C'est ce qu'on appelle un point sel. Et ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'autour de ce point, bien la surface ressemble à une selle de cheval. C'est-à-dire que si je regarde dans une direction, la direction des y, eh bien je vais être un maximum. Mais si je regarde dans la direction des x, eh bien je vais être un minimum. Vous voyez ces deux paraboles, celle qui est ici, c'est celle qui va correspondre à la dérivée partielle par rapport à y. Ici, mon point va être un maximum par rapport à cet axe, ou par rapport à cette courbe plutôt, alors que par rapport à cette courbe qui va correspondre à ce que je dois faire pour avoir ma dérivée partielle en x, je vais être un minimum. Donc je ne suis ni un minimum ni un maximum au fond en termes de la fonction globalement, et donc au fond je suis un point sel, ou ce point est un point sel plutôt. Alors, ici, dans les deux graphes à côté, ce que vous voyez, c'est au fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé en tranches mon graphe, ici le long de l'axe des y, et ici le long de l'axe des x. Alors, c'est un peu difficile à visualiser, j'en conviens, mais c'est ce qui est représenté là. Et peut-être qu'un bon exercice ici, ce serait d'aller sur GeoGebra, de rentrer cette fonction, et puis de jouer avec votre curseur pour pouvoir voir cette figure sous plusieurs angles.